Il n'y a aucun désir de notre âme que nous devions craindre ou considérer comme défendu. Hermanès, Démian. C'était un de ces jours gris. Vous savez, ce type de journée qui ne vous laisse qu'une seule envie, celle de rester enfermé sous votre couette, le paquet de biscuits dans une main et le téléphone format vertical dans l'autre. Celle que, vous le savez, vous regretterez le soir même quand il faudra faire face à son incompétence. Seulement ce jour-là, travail oblige, je devais me rendre à une réunion sans importance à l'autre bout de la ville. Si mon frigo n'était pas vide, j'aurais certainement obéi à ce désir puissant de paresse fade. En tout cas, c'est ce que j'essayais de croire. En réalité, rien ne m'empêchait d'envoyer un message à mon patron du type « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, je ne pourrai malheureusement pas venir. » Ça ne m'était jamais arrivé et à vrai dire, ça m'effrayait terriblement. L'obéissance était encore plus confortable que la fainéantise et elle l'emportait toujours dans ce dilemme matinal. Je me plaisais à rester bien aisément sous la soumission d'être plus engagé que moi. Rien n'y faisait. Quelque chose de plus fort que mes désirs souhaitait que je sorte ce jour-là. Je veux dire que je rencontre et que je me retrouve en face de ce qui changea tout. En quittant mon appartement, puis mon immeuble, je ressentais la désagréable sensation de fatigue et de monotonie. La pluie était fine et elle se déposait sur mes cheveux en toutes petites gouttes. C'était assez agréable à vrai dire, mais bon, j'avais la tête ailleurs. Le jour ne s'était pas encore levé, mais la ville, elle, était bien réveillée. La lumière des lampadaires brisait le confort silencieux de la nuit et dessinait des taches dans mes yeux plissés. Il y avait du monde aussi. Partout des êtres aussi perdus que moi et si peu réjouis de prendre ce métro. Ces gens me ressemblaient tant que l'on semblait ne former qu'un seul être. Même en nous essorant chacun jusqu'au bout, on ne trouvait pas assez d'humanité pour en faire deux individus. Nous étions tous semblables, tous tourmentés par nos schémas de vie et c'était terrifiant. Et malgré ça, j'étais intimement persuadé que j'étais singulier. Et j'avais bien raison. J'étais là. Je crois que ce jour-là, plus particulièrement que les autres, je n'en pouvais plus de vivre. Il fallait que quelque chose se passe, n'importe quoi, peu importe, mais un événement devait arriver, et c'était urgent. En sortant du métro, ma fatigue s'était calmée, tout comme la pluie. Le noir de la nuit s'était changé en un gris et encore plus pesant. Je traînais les pieds sur le bitume. J'avais la tête vide et les bras qui se balançaient nonchalamment. J'étais un mort-vivant. J'avais éteint la dernière lueur d'espoir qui flottait en moi. Le changement ne pouvait plus venir que de l'extérieur. Tous marchaient, exactement comme moi. Par mimétisme peut-être, ou simplement parce qu'il n'y avait plus d'autre manière de marcher. Nous formions une longue file indienne de zombies sur le trottoir. On entendait le silence. Je ne parle pas du silence d'un chant qui n'a pas été tondu depuis longtemps. Celui-là, j'ai appris à l'entendre plus tard. Non, c'était un silence de ville, un silence de mort, de respiration cachée et de tout retenu. Puis il y eut ce bruit, qui brisa net le silence comme une lame aiguisée, un bruit qui changea tout. Une petite voiture rose, qui roulait à une vitesse effrayante, avait brûlé un feu rouge et avait fini sa course, la tête la première dans un camion de peinture, juste à côté de moi. Puis, tout se tut à nouveau. Les zombies s'étaient figés et moi aussi. Les bouches restaient ouvertes, les yeux fixés avec horreur la peinture qui coulait du camion. Elle était rose, comme la voiture. Le liquide gluant enveloppait le véhicule et ça formait un magnifique tableau monochrome, bien inadéquat à la situation.
Après un long silence, la panique s'installa. Je suis incapable de vous raconter avec précision les événements suivants, tant ils étaient noyés dans le désordre. Seulement, il me semble qu'un homme grand sortit d'abord de son camion, en contemplant l'ampleur du désastre. Les pompiers arrivèrent ensuite et sortirent de la voiture ce qui ressemblait à un corps. En réalité, la peinture l'avait entièrement recouvert, de sorte que j'étais incapable de reconnaître ni l'âge ni le sexe de la personne. Mais quand les hommes autour s'écartèrent, je compris une chose. Cette forme rose était morte. Alors que la panique environnante prenait fin, dans ma tête, au contraire, tout s'accélérait. Un conflit naissait dans mon esprit qui ne savait que penser de cet événement. J'avais de la peine à croire que cette personne était vivante quelques minutes plus tôt, qu'elle avait une famille, des enfants peut-être et des projets. J'étais impressionné de voir que la vie ne tenait qu'entre les mains de quelques circonstances qui, parfois, organisaient un concours. Peut-être que des larmes se mirent à couler sur mes joues. Dans ce cas, elles étaient le résultat du travail d'un alchimiste qui avait perdu le contrôle de mon système limbique. Je m'approchai encore du cadavre que l'on emballait dans un sac mortuaire, et les sensations se ravivèrent encore. Des vents glaciaux me traversaient le dos, et l'instant d'après, une chaleur intense m'enveloppait. Et puis, je portai mon regard plus au fond de moi, et je remarquai un minuscule point qui brillait dans mes entrailles. J'observais ce point qui semblait naître timidement. Je le voyais grandir à vue d'œil, et bientôt, je pus le reconnaître. C'était une toute petite pointe de joie. Dès que je sus l'identifier, elle ne quitta plus mon esprit. À partir de ce moment, plus rien d'autre n'avait d'importance. Ce simple petit point avalait en une bouchée toute mon attention et en redemandait encore. Je ne puis même pas vous dire si je restais plus longtemps devant cette carcasse de voiture et son sang rose. Je sais seulement que je me retrouvais un peu plus tard au milieu de cette réunion de bureau et que j'étais arrivé très en retard. Comme ce n'était pas mon habitude, mon patron me fit une remarque, je crois, et je ne pus répondre. Plus aucun son ne parvint à sortir de ma bouche de la journée. Je ne saisis pas un mot de la réunion. Le petit point me hantait. Au fur et à mesure que je le considérais, il devenait un peu moins petit et un peu moins point. J'étais en deuil. Je veux dire, je ne connaissais pas cette personne, je n'y avais jamais été attaché d'une quelconque manière et la peine que j'avais éprouvée les premières minutes avait disparu. Mais quelque chose l'avait remplacée. La déception de ne pas avoir vu l'être agoniser, qu'il soit mort trop rapidement sans même avoir eu le temps de souffrir ne serait-ce qu'une seconde. J'étais en deuil de mon empathie. Je doutais de la présence de ce monstre d'inhumanité qui grandissait en moi. Je me rassurais, je me disais qu'on ne peut pas pleurer pour chaque mort dans le monde, il faut faire des choix, c'est tout, c'est humain. Le déni est la première étape du deuil. Ensuite, comme une nouvelle ellipse dans mes souvenirs, je me retrouvais dans la chambre de mon appartement. Je m'effondrais sur mon lit pour tenter de me reposer, mais mon corps en avait décidé autrement. Mes muscles se contractaient subitement, puis se détendaient, et ça sans relâche. Je devais avoir l'air d'un fou, et peut-être que je l'étais. Mes spasmes s'accéléraient, je sentais mon corps me quitter comme l'avait fait mon esprit quelques heures plus tôt. Je compris que j'étais ni mon corps, ni mon âme, ou ce que j'appelais mon âme, mais plutôt une autre sorte de substance pensante, mais qui n'avait aucun contrôle sur rien. Je compris que j'étais devenu un monstre. Je poussais des cris de douleur ou de détresse, certainement un mélange des deux. Cette fois, j'en étais sûr, cette lueur de cruauté n'allait jamais disparaître, alors plus rien ne valait la peine d'être vécu. Seule la mort, peut-être, pouvait mettre fin à ce désastre, et puisque je n'avais plus de douleur à percevoir la mort des autres, je ne méritais que ça. Pris d'une rage soudaine, je serrai le poing et frappai avec une violence inouïe la commode blanche au pied de mon lit. Elle se brisa, et les vêtements que j'avais soigneusement pliés volèrent et inondèrent le sol. Je tapai, une dizaine de fois encore, le meuble,
Et comme il n'était devenu plus que des miettes et que ma pulsion n'était pas repue, je m'approchai de mon bureau. Je le pulvérisai avec la même violence. Puis ce fut le tour de la bibliothèque, dans laquelle je rangeais mes livres que je recevais à Noël ou pour mon anniversaire et dont je prenais même pas la peine de lire les premières pages. Elle ne fut pas épargnée. Alors que je la cognais, je voyais dans ma tête le corps rose allongé par terre. Son cœur battait encore. Alors, pour abréger ses souffrances, ou simplement parce que j'en avais envie, je le frappais, jusqu'à ce que je sois persuadé que plus aucune de ses cellules ne vive. Épuisé, je m'effondrais dans la mare de livres et de vêtements. Je ne me reconnaissais plus. Je le savais, je venais d'extérioriser un désir nouveau, le désir de tuer. Je me haïssais au plus profond de moi. Mon poing saignait. J'observais le sang couler lentement de mes phalanges. Je n'avais même pas mal. Quand le sang s'accumula assez en un point, une goutte s'échappa et finit sa chute en s'étalant sur la couverture d'un livre. Je lus rapidement le titre puis l'auteur, Demian, Hermann Hesse. Pour une raison qui m'échappe, alors que je n'avais plus lu un livre depuis mes années de lycée, celui-ci m'intrigua. Je le saisis et commençai à lire. Je passai la préface, il ne fallait pas exagérer, et je me lançai dans la lecture. Au début, je butais sur les mots, devais parfois relire 4 fois la même page, car j'avais oublié de comprendre. L'espace m'avait diminué, certes, mais il m'empêchait tout de même de me concentrer pleinement. Ce n'est qu'après un temps, long dans mes souvenirs, que je plongeai entièrement dans la lecture. Le temps ralentissait, mes contractions disparaissaient. J'étais dans une sorte de nuage qui m'emplissait de sa douceur. Je m'endormis sur le sol, le livre dans la main. Lorsque je me réveillai, un grand rayon de soleil traversait la fenêtre de ma chambre pour éclairer le désastre de la veille. Je fus surpris d'abord et pris un moment avant que les souvenirs me reviennent. Était-ce un rêve, pensai-je? Et si ce n'était pas le cas, comment avais-je été capable de faire ça, de penser ça? Puis je me souvins du livre. Je ne savais même pas où je m'étais arrêté dans la lecture, mais de grandes idées apparaissaient dans ma tête de manière claire. Je me souvenais même de certaines phrases que je m'étais promis de retenir. Il existe 2 mondes. Ça, je m'en souvenais, c'était la prémisse du livre. L'un est celui de la famille, celui du travail, de l'obéissance, de la routine, celui dans lequel la plupart des gens vivent et celui dans lequel je vivais avant l'accident. L'autre est plus caché, plus difficile à observer. Il est le monstre qui vit chez chacun. Il est les désirs les plus bas et parfois les plus immoraux. Il est tout ce que le premier cherche à cacher à tout prix. L'un est appelé bien ou Dieu, l'autre mal ou diable. Hermann Hesse écrit « Aussi devrions-nous, outre le culte de Dieu, célébrer le culte du diable. Aucun des 2 mondes ne vaut plus que l'autre. Il faut écouter son cœur, son démon. » En repensant à tout ça, le désir de voir mourir réapparaissait, mais il n'était plus redouté. J'avais su trouver chez Demian une justification à ces pulsions que je croyais inhumaines. Je retrouvais le livre qui s'était perdu dans une masse d'autres. J'étais décidé à le continuer avant que je sente une force m'arrêter. C'était mon démon qui me parlait. Au mieux, me disait-il, la suite de la lecture me rapporterait rien d'autre. Au pire, elle me décevrait. Non, ma destinée, je l'avais comprise, et ce livre n'avait plus rien d'autre à me dire. À partir de là, c'était moi et mon démon. Je pris l'ouvrage et fis un petit bricolage pour le suspendre au mur. C'était décidé, je lui vouerais un culte chaque jour. C'était ma Bible, mais une Bible qu'on ne lirait plus. Oui, c'était ma Bible, quoi. Seulement, et je le compris plus tard, si cette goutte de sang s'était déposée sur du Nietzsche ou même sur du Camus, ça n'aurait pas changé grand-chose. L'important n'est pas le livre, mais le lecteur. Je mis mon manteau, sortis de chez moi et rentrai dans le métro comme les jours précédents. Dans ma poche intérieure était caché un couteau de cuisine que je tenais fermement. Au fond de mon cerveau,
Une énorme dose de dopamine était sur le point d'être libérée. C'est la fin de cette nouvelle. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je souhaite quand même préciser que l'interprétation du livre d'Hermann Hesse n'est que celle du personnage. Si vous souhaitez comprendre Demian d'une manière moins biaisée, je vous invite à regarder la vidéo dédiée du Dolmen qui retrace parfaitement le sens de ce roman. Le lien est bien sûr dans la description. Me concernant, vous pouvez toujours me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran, et je vous dis à la prochaine. C'était Anthropique.